Prépare-toi à entendre ce qu'on n'a jamais osé dire. Prépare-toi, car ça va faire parler. Fidèles téléspectateurs de Louba Web TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Tribune des étudiants. Une émission consacrée à la jeunesse estudiantine, à ses idées, ses difficultés, ses ambitions, mais surtout ses solutions. Aujourd'hui, nous parlons justement de Tribune des étudiants. Pourquoi cette émission? Quel est son objectif? Et quelle place pour la voix des étudiants dans notre société? Je donne alors la parole à mes invités afin qu'ils se présentent. Moi, c'est Mariam Damilé, étudiante en mine et géologie à l'Université Technolab ISTA. Moi, c'est Néné Traoré, étudiante en comptabilité, contrôle et audit à Technolab ISTA. Moi, c'est Kounatia Bouakar Sidik, étudiant en data science et modélisation statistique à Technolab ISTA. Merci et soyez les bienvenus. À présent, je vous invite à regarder La Voix du campus, un micro-trottoir que nous avons effectué dans différents campus de Bamako. Alors, je vous prie de visionner cela ensemble. Fidèles téléspectateurs de Louba Web TV, aujourd'hui nous sommes à notre rubrique micro-trottoir. Et nous sommes ici pour interviewer quelques étudiants, demander leur avis sur notre nouvelle émission. Pour moi, la parole étant sacrée, nulle personne ne peut s'emparer de cette prise de la parole. Et la parole pour les étudiants, ça représente beaucoup, comme on le dit en Bambara. Donc les étudiants doivent prendre la parole non seulement pour réclamer, souvent pour dénoncer. Donc la parole pour les étudiants, ça ne vaut pas seulement rester dans le cadre universitaire ou bien entre les quatre murs. Il faut que les étudiants sortent un peu de ce délire, qu'on apprend à parler, à exprimer ce qu'on veut et à réclamer ce qui nous revient du doigt. La parole estudiantine, elle représente la voix de demain. Donc étudier les étudiants, c'est écouter la jeunesse, c'est étudier la jeunesse parler de ses défis, écouter la jeunesse parler des difficultés auxquelles elles sont confrontées et les aider à surmonter cela. La parole des étudiants, c'est super important et c'est quelque chose d'assez innovant encore. À travers notre réflexion et de notre génération, on peut y apporter aussi des innovations et aux problèmes actuels du pays. La parole des étudiants, ça représente la voix de la jeunesse, de l'avenir et du changement, car on est appelé à être des leaders et des professionnels de demain. La parole des étudiants, pour moi, c'est le moyen pour nous d'être acteurs de notre formation, pas juste des spectateurs. Quand on prend la parole, on dit ce qui marche, ce qui coince et on propose des solutions. Pour moi, la parole des étudiants montre que les étudiants n'ont pas envie de participer seulement aux cours, mais ils ont envie de participer aussi aux prises de décisions universitaires, au débat public et au développement du pays. Cela montre notre engagement citoyen. Je dirais que pas assez. Il faut vraiment qu'on accorde plus de crédit à ce qu'ils disent, à ce que nous disons, parce que je suis aussi étudiante. Ils ont besoin de plus d'attention. Comme vous, votre émission, je pense qu'elle est très bienvenue parce que ça sera un moyen pour nous de dire nos cris, de parler un peu des difficultés auxquelles nous faisons face. Pour moi, les étudiants ne sont pas suffisamment écoutés dans le pays. J'explique mon point de vue parce que lorsqu'on parle des étudiants, il faut savoir qu'il y a aussi des universités privées comme il y a des universités publiques. Chez nous, nous pouvons dire que nous sommes suffisamment écoutés parce que nous faisons des universités privées. On a des droits à réclamer, mais quant aux étudiants des universités publiques, eux aussi ont des droits bien sûr, mais les conditions ne les permettent pas souvent d'aller au bout de ce qu'eux ils veulent. Donc au Mali, il faut que ces défis soient un peu relevés parce que les étudiants font face à plusieurs défis dans ces contextes-là. Je trouve que les étudiants ne sont pas suffisamment écoutés dans ce pays-là. Nous manquons cruellement de considération pour la prise de décision. Étant les futurs leaders de demain, nous devons être impliqués dans toutes les prises de décision. Moi, j'aimerais que vous apportez des questions sur l'éducation et surtout d'élargir ces propos-là et d'aller vers les étudiants aussi
pour qu'ils s'expriment et leur point de vue sur l'éducation et comment on doit éduquer. Parce qu'au Mali, j'ouvre une parenthèse, au Mali on a tendance à confondre la peur et l'éducation. On pense qu'effrayer quelqu'un c'est l'éduquer, alors que moi je vois l'éducation du point de vue différent. Moi je pense que donc dans ce contexte-là, il faut qu'on aborde un peu jusque-là et élargir le sujet sur l'éducation, surtout du niveau universitaire. Parce que lorsque on quitte le lycée pour l'université, pour nous-mêmes, on a tous cet esprit, on pense qu'on a beaucoup reçu déjà, c'est nous qui savons le faire. Donc il faut aussi qu'on se donne à l'éducation et qu'on apprend, qu'on accepte aussi d'être éduqué. J'aimerais qu'on parle des difficultés en milieu estudiantine, comme le problème des étudiants avec le système dans lequel ils sont confrontés. J'aimerais aussi qu'on parle de ce qui se passe entre les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se font harceler, quelque chose qui est très banalisé dans notre société. Donc ça serait vraiment bien d'aider les étudiants à prendre confiance en eux et à parler quand ça ne va pas. J'aimerais voir plus souvent des opportunités pour les étudiants, aussi des débats pour pouvoir lier jeunesse et vie estudiantine, pour les dames aussi, des débats pour savoir comment pouvoir lier vie de foyer et vie estudiantine. Pour la plupart, je dirais que c'est le fait qu'il y a certaines écoles qui sont très en retard par rapport à d'autres, ce qui met une partie de la jeunesse en retard par rapport à une autre, ça les défavorise. Ceux qui ont le moins de moyens reçoivent moins d'éducation que ceux qui ont plus de moyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle l'État doit penser. Il faut que tout le monde soit au même niveau intellectuel. Étant étudiante au Mali, il y a énormément de défis auxquels on est confronté. Déjà, le manque d'infrastructures publiques, le manque de laboratoires pour les scientifiques, la surcharge des effectifs. Au Mali, c'est vrai qu'il y a des universités privées, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de s'inscrire dans une université privée. Donc le mieux serait qu'ils aient plus d'infrastructures publiques. Et surtout au niveau des infrastructures publiques, nous constatons qu'il y a un manque réel de pratique. Pourtant sur le terrain, ce n'est pas que la théorie, il y a aussi énormément de pratique, c'est basé sur la pratique. Enfin, ça c'est une opportunité pour nous les étudiants de nous adresser directement aux autorités maliennes. Et nous donner cet espace où nous pouvons nous exprimer, exposer nos idées. Et ça permet en quelque sorte de valoriser la parole des étudiants. Et c'est super important. À travers cette émission, il y aura des autorités, des personnes qui vont entendre la voix des étudiants et savoir les difficultés qu'ils racontent les étudiants. Et cette émission pourra être la porte de sortie pour beaucoup d'étudiants aussi. Il y en a des gens qui veulent s'exprimer, mais comment, où? Donc ça sera la réponse à toutes ces questions. Moi, j'encourage vraiment cette émission et j'aimerais aussi que ça avance sur le bon chemin et que les étudiants aussi prennent l'initiative de venir s'exprimer et de venir apprendre aussi à travers cette émission. Ça pourra être aussi, je pense qu'il y aura beaucoup d'émissions qui seront incluses et sur beaucoup de sujets, je l'espère bien. Alors, c'était quelques étudiants qui avaient bien voulu donner leur avis sur cette nouvelle émission qui est consacrée à eux. C'était vraiment bien. C'était vraiment parfait et ça se voit que beaucoup d'étudiants ont quelque chose à dire. Excellent, les étudiants ont vraiment assuré. Encore une fois, merci et soyez les bienvenus dans votre émission, la Tribune des étudiants. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 grands axes. Axe 1, pourquoi créer une émission intitulée Tribune des étudiants. Axe 2, les défis des étudiants. Et axe 3, les solutions et ambitions. Alors, sans plus tarder, on enchaîne directement avec le premier axe. Madame, pourquoi une émission consacrée aux étudiants? Merci pour la question. À mon avis, une émission consacrée aux étudiants permet de leur donner la parole. Parce que personne ne parle mieux des étudiants qu'eux-mêmes en fait. Et aussi, ça permet de mettre en lumière leurs préoccupations, leurs défis et leurs réussites. Les étudiants étant l'avenir du pays, je pense que leur opinion mérite d'être entendue. Je pense que ça permettrait aux étudiants de dire leurs problèmes, d'essayer de parler de ce qui les traverse et aussi d'essayer de trouver des solutions tout en n'ayant pas peur d'être chassé de l'école ou
d'être vus comme un paria en fait. Ça donnerait l'occasion à beaucoup de gens de dire ce qu'ils ont réellement envie de dire et les besoins également, sans pourtant avoir peur de l'administration ou même du pays. Alors, actuellement, les étudiants maliens ont besoin d'un espace pour pouvoir exprimer leur voix sans intermédiaire. Alors, une émission consacrée entièrement aux étudiants, je pense que c'est quelque chose de formidable, dans la mesure où cette émission arrive à rassembler des panels mixtes d'étudiants, c'est-à-dire des étudiants venus de différents horizons, de différents milieux, afin de s'asseoir, discuter, débattre sur des problématiques communes et des défis globaux. C'est aussi un moyen de proposer des solutions, de valoriser les initiatives et aussi de rapprocher les étudiants. Les médias parlent-ils assez des réalités universitaires ? Je dirais pas tellement. Les médias abordent souvent les problèmes que lorsqu'il y a des crises ou des mouvements de protestation. Mais ils parlent assez du quotidien des étudiants, de leurs projets, de leurs innovations ainsi que de leurs réussites. Pas suffisamment, selon moi. Je suis même du même avis que mademoiselle Mariam Dambélé. La couverture médiatique est souvent focalisée sur les crises, les grèves et aussi les convictions, alors que la vie universitaire ne se limite pas qu'à cela. Et il y a aussi les réussites, les innovations et plein d'autres trucs que les étudiants arrivent à faire. Il serait intéressant que les médias puissent faire davantage de reportages immersifs afin de montrer la réalité sur le terrain. Et aussi, ça peut aussi permettre d'avoir une belle image des étudiants maliens. Donc, quant à moi, je dirais oui. Parce que franchement, on ne peut pas parler de quelque chose. Vous dites de parler bien. Quelque chose qu'on ne sait pas, on ne peut pas parler bien. Quand on voit que quelque chose s'est mal passé dans une université, tu vois automatiquement que les médias interviennent. Ou même, on les appelle, soi-disant, il y aura remise de diplôme. Tu vois que les médias interviennent dans ça. Mais quelque chose dont ils ne savent pas, ils ne peuvent pas intervenir. Donc, on ne peut pas dire est-ce qu'ils parlent bien des étudiants parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que la plupart des étudiants traversent parce qu'on le vit dans notre campus. Et rares sont les gens qui parviennent à aller s'exprimer devant un média. Les étudiants n'ont pas vraiment la bouche d'aller dire ça. Donc, moi, je dirais qu'ils font de leur mieux. Ouais. Oui. La question était, est-ce qu'ils parlent assez, pas de parler bien, mais est-ce qu'ils parlent assez des réalités universitaires selon vous? Ils parlent assez. Parce qu'on parle de quelque chose qu'on connaît. Toi, tu as eu un problème avec un prof, tu ne vas pas aller le dire aux médias. Jamais tu n'iras le dire. Mais ça, ce serait ton problème. Toi, tu vas penser que c'est quelque chose de très, très grave. Alors que tu n'es pas allé là où il faut. Donc, ils parlent assez et ils font beaucoup de leur mieux pour nous aider également. Merci beaucoup. Et cela nous amène directement à la troisième et dernière question pour ce premier axe qui est pourquoi créer Tribune des étudiants. Toujours je vais avec Madame Dambélé Mariam. Mariam, quelle image veut-on donner des étudiants maliens? On souhaiterait donner une très belle image, c'est-à-dire une image positive. Des jeunes ambitieux, créatifs, responsables et qui sont engagés dans le développement du pays. Alors nous voulons donner juste une image d'une génération ambitieuse, talentueuse, mais surtout dévouée pour le développement aussi du pays. D'accord. Et vous, Néné? L'image pour moi qu'on veut donner aux étudiants à travers cette émission, c'est avant tout de faire comprendre aux étudiants qui sont l'avenir du pays et également que leur voix compte. Leur voix compte, leur opinion compte également dans le pays. Donc, en même temps, je dirais on veut donner une image des étudiants qui sont toujours à la recherche d'innovation. D'accord. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Je vois déjà que vos opinions se rejoignent un peu dans ce axe 1 de notre émission. Et là, on enchaîne directement avec l'axe 2 qui concerne les défis des étudiants. Toujours avec vous, Madame Dambélé Mariam. Quelles sont les principales difficultés rencontrées? Les étudiants font face à plusieurs défis, notamment un manque d'infrastructures, accès limité aux ressources pédagogiques et retard académique, surtout dans les universités publiques. Ce qui pose problème souvent, c'est je fais des études, mais qu'est-ce que je vais faire après? Le stress vient surtout de cette incertitude et surtout aussi manque d'opportunités professionnelles. Avec les universités privées, ça va un peu. Bon, les principaux défis sont multiples. Donc, au niveau du public, comme Mariam Dambélé l'a dit,
le manque d'infrastructures, les retards académiques. Il y a aussi des problèmes administratifs souvent qui sont là. Et aussi le nombre élevé aussi d'étudiants, la surpopulation dans les classes. Cela aussi est un problème que l'État doit essayer de gérer. Bon, au niveau des écoles privées, les étudiants des écoles privées aussi ont des défis à surmonter, mais les réalités sont tout autres. Donc de ce côté, on peut parler de là-bas le manque d'adéquation de certains programmes par rapport au marché du travail. Et aussi les ressources pédagogiques. Souvent les ressources pédagogiques même à ce niveau aussi sont limitées. Par exemple, dans un domaine comme le marketing ou l'informatique, des domaines qui évoluent. Donc un professeur qui a étudié ce domaine dans les années 2000 et là on est en 2020, vous voyez que les réalités ne sont pas pareilles. Même l'informatique est un domaine qui évolue constamment. Donc voilà, donc souvent même on se demande même est-ce que les cours qu'on suit même vont nous servir juste après les études. Donc les étudiants peut-être ils peuvent être amenés à faire des auto-formations et suivre des cours en ligne et autres. Également, elles sont nombreuses, que ce soit privé ou public, chacun a sa réalité. Dans les publics, on a remarqué qu'il y a beaucoup de profs qui normalement devraient vraiment arrêter l'enseignement, ça fait longtemps, mais ils continuent toujours à enseigner. Et aussi, il n'y a pas assez d'infrastructures. Et aussi, également, ce qu'on t'enseigne en classe, ce n'est pas ce que tu vois réellement lorsque tu as quelque chose à faire. Voilà, et aussi dans les privés, c'est vrai, c'est plus... il y a plus de contrôle là-bas que dans les publics, mais il y a toujours ce petit manque-là entre les étudiants et l'administration. Un jour, je suis partie à la direction et la dame m'a dit FC, finance, comptabilité, les étudiants sont tellement nombreux qu'on ne peut pas chercher du stage pour tout le monde en fait. Genre ça, je dis pas c'est pas vrai, mais moi dans ma classe, on était au nombre de 44 personnes. Mais sur ces 44 personnes, personne n'a eu un stage venant de l'école. Donc oui, c'est vrai, on est nombreux. Mais même un, ça peut sortir dans le lot. Donc c'est un peu ça. D'accord. Vous voulez intervenir? Oui, j'aimerais intervenir. Sur ce qu'elle a dit, c'est vrai. Même en première année, dès les premiers jours d'école, et les classes comme marketing et finance comptabilité, c'était des classes vraiment surpeuplées. Et au niveau des classes comme des classes d'informatique, on était au début, on était 4, mais après plus le temps passe et on s'est retrouvé à peut-être 20, alors que les autres classes sont à 40, 50 étudiants. Donc les chiffres quand même sont là. Les universités déversent environ 200 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Et aussi dans ces 200 000 jeunes, il y a aussi les étudiants de la diaspora, ceux qui sont partis étudier à l'extérieur. Et nos grands frères des années précédentes qui sont là, qui attendent toujours à avoir des opportunités. Donc je pense que là, il faudra réorienter les étudiants. Donc là, vous voulez dire que les étudiants partent plus pour les filières de gestion, comme le marketing, la gestion des ressources humaines, la finance, comptabilité, que des filières techniques comme l'informatique, la data science, comme vous l'avez dit, ou bien mine géologie, comme elle fait. Oui, bien sûr. Mais même actuellement, le pays a besoin d'ingénieurs. On a assez de comptables, on a assez de commercial ici dans le pays. Quand on prend l'informatique, comptabilité, chaque chose dans la vie, chaque entreprise a besoin d'un comptable. Chaque entreprise a besoin d'un comptable, chaque petite structure a besoin d'un comptable. Mais par contre, les mines et géologie, et ils devaient aller vers les mines et autres. Et on voit que le Mali n'est pas trop spécialisé dans ce truc-là. Donc c'est ça qui fait qu'il y a certaines séries qui sont défavorisées par rapport à d'autres. Dans ce cas, quelle série serait défavorisée entre la minogéologie et la finance comptabilité actuellement? Bon, je dirais la minogéologie parce que nous les comptables, franchement, on s'adapte à tout. Donc vous voulez dire que les comptables ne chôment pas actuellement dans ce pays? Bon, on peut chômer, mais quand... Parce que là, le débat est sur le chômage des étudiants. Après les études, quelle opportunité pour tel étudiant qui fait la minogéologie et tel étudiant qui fait l'informatique et vous qui faites la finance comptabilité? Bon, si même on doit prendre terre à terre, moi et elle, je dirais que moi je trouverais quelque chose avant elle. Pourquoi je dis voilà, parce que elle est dans un domaine qui
Voilà, mais si moi, par contre, je veux faire quelque chose, franchement, moi, je peux faire la gestion, moi, je peux faire le finance et moi, je peux même faire la comptabilité. Donc, partout, des boutiques, des entreprises, des banques et autres, moi, je peux faire ça. Même le marketing, moi, je peux m'y connaître dans ça. Mais par rapport à elle, son activité, son champ de vision est assez restreint par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça. Donc là, vous avez parlé de l'inadéquation et maintenant, je veux savoir si les conditions maintenant, à l'école, dans les universités privées comme publiques, est-ce que vous pensez que les conditions dans lesquelles vous étudiez, est-ce qu'elles sont adaptées? Les conditions d'études sont encore perfectibles, c'est-à-dire doivent être améliorées. Nous recevons beaucoup de connaissances théoriques, mais pas assez de pratiques. Je crois que les sorties sur les terrains, les stages, les travaux pratiques devraient être mis en place pour mieux relier la théorie à la pratique. Il y a aussi dans plusieurs établissements publics les retards académiques, le manque d'infrastructures et de ressources pédagogiques entraîne une pression sur les étudiants et même le corps professoral, on peut dire. Voilà. Et aussi, pour ce qui s'agit de la théorie et la pratique, on voit qu'il y a beaucoup de programmes qui sont tout le temps orientés vers la théorie. Il y a peu de pratique. Et une fois sur le marché du travail, tu te rends compte que ce que tu as étudié en classe, c'est vraiment pas la même chose sur le terrain. Bon, pour répondre à cette question, je dirais qu'il ne faut pas mélanger les choses. Parce que les universités privées, c'est autre chose. Et les universités publiques aussi, c'est autre chose. Bon, pour les universités publiques, je dirais pas trop. Vu même le nombre de personnes qui sont en classe, je dirais que c'est vraiment très très difficile d'écouter le professeur alors que derrière toi, il y a de la musique qui se joue. Il y a de la musique qui se joue dans les salles de classe dans les universités publiques? Alors je te dirais d'aller faire juste un tour à la FSEC. Vous avez fait FSEC? Ah oui, j'ai fait FSEC. Donc je vous dirais d'aller suivre, voilà, on a fait FSEC également. Donc, je te dirais d'aller suivre juste un cours à l'AFSEC. Mais vous n'avez pas remonté ces problèmes-là aux autorités compétentes? Et c'est ça, je dis, les étudiants, il ne s'agit pas seulement de parler, parce que la parole a de sens seulement lorsqu'elle possède trois choses. Le moment, l'endroit et quand. Quand elle dépasse ça, elle n'a plus de sens. On veut le faire, mais où? On veut le faire, mais où? Maintenant, moi, je pense que ce tribunal ou tribunaux, c'est l'occasion pour nous d'aller nous exprimer quand même. Mais bon, pour les publics aussi, pour les privés aussi, je dirais également il y a des choses à améliorer, comme ma collègue vient de dire, des laboratoires pour des séries scientifiques. Mais elles-mêmes, je dirais même qu'eux-mêmes, ils ont de la chance, hein, parce qu'au cours de 3 ans, et ils ont fait 2 sorties, au cours de 3 ans, nous, on n'est même pas allé voir une seule des structures, c'est-à-dire on n'est pas allé voir... Voilà, on n'a pas vu de banque, on n'a pas vu d'entreprise, c'est-à-dire on n'a rien vu. On a juste fait que nous dire la comptabilité c'est actif-passif. Actif-passif, voilà. C'est ça on nous a dit. Je te jure quoi, 3 ans, Amad Deligata Bangi Kelenadje, Amad Deligata, genre, Amé fait kalan, Amad Deligata Bo, Kafoko, Amé t'a vérifié sur le terrain. Cela n'a jamais été fait. On a demandé à l'administration un jour en classe Betara juste pour qu'on puisse changer un prof qui est ici. Il te parle, toi-même tu n'entends pas. À plus forte raison celui qui est derrière toi. L'administration n'a pas pu faire quelque chose. Et on nous a demandé d'aller dire au président. En ce moment, le président c'était Yahouba. On est allé voir Yahou pour lui dire. Yahou nous a dit que lui n'a pas de juridiction concernant ça, c'est l'administration. Et le gros nous dit d'aller faire un pas. Alors que c'est lui qui représente les étudiants de l'université. Donc tu vois. Maintenant, comment gérer les études et le chômage? Je dirais que les étudiants doivent améliorer leurs compétences complémentaires sur des formations professionnelles, effectuer des stages et surtout entreprendre. C'est-à-dire faire du business à côté. Pensez-vous qu'au même moment où vous étudiez et faire du business à côté, ça peut marcher? Exactement. Et il y a beaucoup de jeunes qui font ça actuellement là. Ça n'impacte pas la qualité de... Non. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Vous faites des petits business à côté, vous? Moi, non, mais j'en connais des personnes. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Et vous suggérez aux gens de le faire? Parce que ma mère veut seulement que je me concentre sur mes études. Donc, M. Konaté, comment gérer les études et le chômage? Bon, pour répondre à cette question, monsieur Camara, il faut déjà se mettre en tête qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui,
le diplôme n'a plus sa garantie vers l'emploi. Avant, au temps de nos parents et nos grands frères, c'était littéralement un passeport vers l'emploi. Mais le chômage n'est pas une personne. Que tu viennes d'une faculté précise. Bon, au jour d'aujourd'hui, le chômage n'est pas une personne. Que tu viennes d'une grande faculté ou d'une institut prestigieuse. Voilà. Donc les étudiants doivent se mettre en tête que dès que je mets le pied à l'université, je dois automatiquement aussi chercher des opportunités. Je m'explique. Si nous, depuis la première année, nous avons essayé de chercher un stage dans les entreprises, dans les grandes boîtes de la place, peut-être même que moi qui suis au master, j'aurais eu quand même quelque chose. Parce que dès le début, on dit il faut juste bosser et après le reste viendra. Alors que la réalité, ce n'est plus ça. Vous avez raison sur ce côté-là, parce que c'est pas parce que vous faites la première année que vous ne devez pas aller vers la recherche de l'emploi. Allez voir c'est quoi réellement, qu'est-ce qui m'attend après mon cursus. Voilà, chercher des stages, essayer de rapprocher les organisations et tout, participer aux différents séminaires et tout. Pour la petite anecdote, moi, quand je faisais ma première année à Technolabista, j'ai cherché aussitôt à effectuer un premier stage dès la première année en 2018. Et moi, mon stage, j'avais voulu le faire à Orange Mali. Imaginez, Orange m'a appelé. Quand j'ai fait ma demande, j'ai déposé ma demande à Orange en ligne. Ils m'ont répondu, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de leur amener mon CV. Bon, moi, étant un blé dans cette arène-là, je ne savais pas comment le faire. Moi, je leur ai dit, moi, c'est juste un stage. Je n'ai pas de CV actuellement, je ne sais pas ceci, c'est là. Et la dame me dit, vous n'avez pas de CV, vous ne savez pas comment concevoir un CV. Je dis, non, sauf si vous m'aidez. Bon, imaginez que si moi, j'avais quelqu'un qui m'avait parlé de cela, qui m'avait accompagné depuis le début, s'il y avait un programme typique concernant cela, peut-être moi, j'aurais eu cette chance-là, j'aurais saisi cette chance-là à Orange Mali. Et vous, Madame Traoré Néné, comment gérer les études et le chômage? L'affaire de chômage, c'est d'abord le mental. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui disent je suis à l'université, il faudrait d'abord que je me concentre typiquement sur les études. Après la licence, je vais d'abord chercher quelque chose. Bon, toujours, on veut d'abord finir la licence avant de commencer quelque chose. Et plus tard, c'est après le master qu'on veut commencer quelque chose et ainsi de suite. Et comme Mariam l'a si bien dit, il faut aller hors de son zone de confort. Je m'explique. Moi, je suis comptable. Mais en même temps, je fais le marketing. Pourquoi je dis je fais le marketing? Parce qu'il y a eu quelques mois de cela, j'ai eu affaire à être agent commercial. Quelque chose que j'avais jamais entrepris, quelque chose que j'avais jamais fait. Juste, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait de l'argent là-dedans. Bon, je ne vous mens pas, moi je suis comptable, là, donc tous ceux qui possèdent là-dedans, je ne vous mens pas. Ouais. Donc j'ai eu à faire ça et au cours de ça, j'ai vraiment beaucoup appris quelque chose. En tout cas, j'ai appris quelque chose que l'école ne peut pas m'apprendre. Que je ne suis pas seulement étudiante. En même temps, je suis ce que les gens peuvent voir. C'est-à-dire, je suis une image, je suis une bout partie de ce pays-là. Donc, si seulement je dois me concentrer, je ne dis pas que l'étude n'est pas important, mais au cours de ce long parcours, parce que c'est un long parcours, l'étude c'est un long parcours. Donc, il faudra d'abord que tu fasses quelque chose, tu mets des stratégies en place pour pouvoir attaquer le chômage. Parce que d'abord, le chômage, c'est le mental. La pauvreté, c'est dans votre tête. Moi, je sais que je serai riche. Donc, c'est dans vos têtes. Hein. Super. Donc, vous voulez dire, au cours de votre cursus, vous devez commencer à entreprendre des choses, à poser les pierres, les bases, avant que vous ne finissiez les études. Exactement. Même lorsque ce n'est pas dans votre domaine, même lorsque c'est vraiment difficile, même lorsque c'est loin de ce que vous faites d'habitude. Donc, c'est ça votre façon de gérer les études et le chômage en même temps. Depuis fort longtemps, on devrait donner la parole aux étudiants. Je vois que vous en avez dans le ventre. Vous avez à dire, il y a beaucoup de choses que vous avez à dire vraiment. Ouais, donc là, on continue avec, toujours dans le deuxième axe là, auquel nous sommes. On part avec la quatrième et dernière question. Donc, quel impact maintenant les réseaux sociaux ont sur nos étudiants?
L'impact des réseaux sociaux peut être positif comme négatif. Côté positif, ça permet aux étudiants d'avoir un accès rapide aux informations, des opportunités d'apprentissage en ligne et puis le réseautage professionnel. Côté négatif, les réseaux sociaux peuvent être une source de perturbation et de perte de temps. Les réseaux sociaux sont un outil très, très puissant, même si notre génération l'utilise juste pour la distraction. Un étudiant peut passer 1 heure, 2 heures de temps sur YouTube, après il flash, il part sur WhatsApp, Instagram et autres. Alors que juste avec son téléphone, il peut participer à des conférences internationales, il peut suivre des cours en ligne, des formations en ligne, il peut même acquérir des compétences techniques qu'il n'aura jamais en classe. Je pense que les établissements, les professeurs et bien d'autres personnes peuvent vulgariser les plateformes de formation en ligne. On a Open Classroom, FunMOOC. Il te suffit juste de créer un compte. Tu vois, il y a plein de formations, surtout sur FunMOOC. Si tu veux même apprendre le droit dans ta chambre, c'est faisable. Si tu veux apprendre le marketing, l'informatique, le développement web, tout est faisable. Il suffit juste d'accorder juste 1h30 par jour, maximum 2 heures. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est un levier de l'apprentissage s'il est bien utilisé. Madame Traoré Néné. Bon, je dirais, dans ce monde, tout est bien, mais bien utilisé ou mal utilisé. C'est-à-dire, je m'explique. Quand tu manges, ça te permet de survivre. Mais quand tu en abuses, ça peut te donner autre chose. Le médicament, ça te permet d'être guéri. Mais à force de surdosage, tu pourras faire autre chose. C'est-à-dire, je veux juste vous dire que les réseaux sociaux sont un outil vraiment magnifique. Parce que quelque chose que tu apprenais pendant des jours, maintenant tu fais juste un résumé, ça te permet de savoir la chose là en moins de quelques heures. Mais nous les étudiants, je ne veux pas me faire sortir du lot parce que j'en fais partie. Nous les étudiants, nous avons tendance à penser que les réseaux sociaux c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est ChatGPT, on te donne en leçon, nous tous, on le met là-dedans. ChatGPT nous donne ce qu'on veut et on recopie. Ouais, oui, bon, ChatGPT on l'utilise. Je vais même vous raconter quelque chose. ChatGPT m'a dit un jour que y a un auteur qui était garçon. Djadja l'auteur était une femme. Aïe, le prof il me demande pourquoi j'ai mis il, alors que c'était elle. Donc c'est juste pour vous dire que nous, on a mal compris. On a mal compris ce que l'auteur voulait réellement en créant tous ces réseaux-là. Nous, on l'utilise pour faire des comptes Facebook, avoir plus d'abonnés, avoir plus de likes, avoir plus de j'aime et ne rien apprendre. Avant, les étudiants lisaient des livres. Les étudiants lisaient des livres. Maintenant, tu vas voir, c'est autre chose que nous, on lit. Des commentaires qui nous fait marrer, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Bon, je veux dire que nous, on l'utilise très très mal. Les étudiants, et j'en fais partie, nous l'utilisons très très mal. Parce que nous l'utilisons juste pour avoir plus de vues, plus que les gens puissent... Voilà, du buzz, pour que les gens puissent nous voir et non l'utiliser pour apprendre seul. Tu vois que quand tu prends le téléphone de tous les étudiants là, oui, tout le monde a Facebook, tout le monde a TikTok, mais rares sont ces gens-là qui ont dictionnaire. Alors, ce sont ces gens-là qui ont quelque chose concernant l'école, qui ont des PDF, mais ils ont tous Facebook, on a tous des comptes et autres. Donc, nous l'utilisons très très mal. Et ça fait de telle sorte qu'on est déconcentré. Avant, tu pouvais te concentrer pour faire quelque chose. Maintenant, tu commences à te concentrer, ton téléphone fait tic. Automatiquement, tu lasses là, tu regardes. Parce que tu es curieuse de voir ce qui est. Donc, ça nous déconcentre. Ça fait de telle sorte que notre concentration diminue. Même lorsque tu étudies, tu dis, je t'aime mon téléphone. Après, tu dis, attends, je vais l'allumer juste 5 minutes. Après, je vais l'éteindre. Tu vas l'allumer 5 minutes, tu vas dire non, 10 minutes de plus, la journée est longue. Et par finir, c'est toute la journée qui est comme ça. Mais par ailleurs, il y a une autre application dénommée ChatGPT, comme vous l'avez dit. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent, même pour l'élaboration de leur mémoire de fin de cycle. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une graduation à la télé. Il y avait un étudiant qui avait écrit, qui avait dit, voilà, il y a même des étudiants qui disent merci ChatGPT. Mais bon, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais
à bon escient. C'est pas de mettre tout dedans et lui demander de faire tout pour vous. Mais attendez, vous savez que n'importe qui ne peut pas utiliser ChatGPT. Ça, c'est vrai. Tu utilises ChatGPT. Moi, j'utilise. Mariam l'utilise. Mariam a 20, moi j'ai 3. Mais pourtant, on a pris la même photo sur le même sujet. Mais je vais voir que ChatGPT va nous donner des réponses différentes. De toute façon, elle l'a écrit, elle l'a étudié avec l'intelligence. Exactement. Et moi, j'ai juste pris la photo et j'ai dit correction. Exactement. Donc, et ça me donne la correction qu'il veut. Donc il faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut savoir aussi l'utiliser. Effectivement. Et là maintenant, on attaque le troisième axe qui concerne les solutions et les ambitions. Toujours avec vous, Madame Dambélé Mariam, que peuvent faire les étudiants eux-mêmes, selon vous? Les étudiants doivent s'auto-former et s'engager. Ne pas seulement se contenter de ce que les profs donnent en classe. D'aller faire des recherches, se former en fait, quoi. Selon moi, la première des solutions, c'est inculquer une culture d'auto-formation. Je m'explique. Un étudiant doit apprendre à compléter les enseignements reçus en classe. Il faut le dire. L'école nous apprend juste que peut-être 30 à 40% de ce dont on a besoin. Les 70 à 70% restants, c'est à nous de le chercher avec un stage, des recherches et aussi même des formations. Bon, également, je partage l'avis de mes collègues. Mais avant tout ça, moi je dirais d'abord, il faut d'abord qu'on sache qu'on est mauvais. Oui. Parce qu'on a l'habitude de dire, quand tu sais ta maladie, nibika banado, bana fangelen tununa, atotura fangelen noye. Quand on sait qu'on est mauvais, on peut trouver des solutions. En faisant quoi? De un, on a remarqué que moi, exemple, je vais toujours prendre l'exemple de moi, de ma classe, parce que je suis toujours responsable de ça, quoi. Nous, on a une matière normalement qui dure 18 heures. Mais même le quadruple de ça ne peut pas nous permettre de savoir l'entièreté de cette matière-là. Il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous sachions que la matière, elle est vague. Donc, il faudrait que nous partons chercher le reste. Donc, même pour partir chercher le reste, il faut d'abord savoir que j'ai besoin du reste. J'ai besoin que j'ai pas la totalité. Donc, il faut d'abord que les étudiants parviennent à savoir qu'ils sont mauvais et qu'ils se mettent à la recherche parce que nul n'est parfait. Je sais parfaitement parce que vous voulez dire les étudiants deviennent de plus en plus paresseux. Ils ne partent pas à la recherche du reste des leçons que l'on vous donne. Alors que normalement, quand vous partez à l'université, vous êtes responsable maintenant. Est-ce que vous voyez? On devrait normalement vous donner seulement le syllabus. Mais les étudiants, eux, viennent à l'école, ils veulent que le prof lui donne tout. Vous voulez que le prof vous enseigne tout. Le prof doit juste vous expliquer, vous donner le b.a.-ba, la base, et c'est à vous d'aller maintenant chercher le reste. Voilà. Donc, je vois vraiment où est-ce que vous voulez en venir. Mais je pense qu'entre nous étudiants, nous pouvons même nous-mêmes nous motiver. Mais pourquoi vous ne faites pas ça entre vous? Bon, je peux dire que c'est le manque de volonté. Hein. On vient tous à l'école, on suit le cours ensemble, on discute pendant la récréation et après, à la fin du cours, tout le monde part à la maison. On s'en fout du reste. Mais si par exemple dans chaque établissement, les étudiants se réunissaient, créaient des clubs ou associations, associations non syndicales, par exemple un club d'anglais. C'est comme, je veux dire, on est sous forme de troupeau. Il faudrait que quelqu'un se fasse démarquer pour que les autres le suivent. Tu vois que le plus petit de la classe là, parfois il est le plus écouté. Parce que lui, il est leader. Donc il faut un leader. De tout ce que vous venez de dire tout de suite, alors dites-moi Mariam, quel rôle les autorités ont à jouer dans cela? Je dirais investir massivement. Les autorités doivent améliorer les infrastructures universitaires. Stabiliser le calendrier académique, surtout dans les universités publiques, faciliter l'accès aux stages et à l'emploi, et aussi mettre en place des politiques favorables à l'éducation ainsi qu'à l'insertion professionnelle. Pour ma part, je dirais qu'ils ont un rôle central à jouer. Si l'État arrivait à mettre en place un dispositif d'accompagnement des étudiants vers l'emploi, ce serait vraiment génial, comme ce qu'on voit dans certains pays. Et aussi, je pense qu'ils doivent encore toujours essayer de plus investir en nous.
Voilà. Ils doivent aussi moderniser nos programmes. Donc vous pensez qu'ils n'investissent pas en vous? Ils investissent en nous, mais ils doivent encore continuer à investir. Et parce que, comme je l'ai dit, les chiffres parlent. Chaque année, il y a plus de 200 000 jeunes qui se diffusent dans le marché de l'emploi. Et plus les années passent, plus ce nombre aussi augmente. Peut-être cette année, c'est 200 000. L'année prochaine, ce sera 250 000. Donc c'est pour ça qu'ils doivent investir. Et aussi, il faut tout le temps moderniser nos programmes. Peut-être la primaire même, si je peux le dire, jusqu'à nous, à l'université. Et par exemple, un étudiant, ça bosse, ça fait des projets et ça innove. Mais nous n'avons pas d'espace où présenter nos idées, nos projets et autres. Si régulièrement il y avait des compétitions, des forums et des espaces d'échange, on peut dire Mariam est un génie dans son domaine. Oui, c'est cette tribune qui va vous permettre de montrer votre ingéniosité, M. Konaté. Si cette tribune arrive à inviter des majors de promo, des étudiants entrepreneurs, surtout des étudiants qui aspirent les autres par leur travail, je pense qu'une fois assis devant mon écran, je vois un étudiant, peut-être souvent même moins âgé que moi. Il est arrivé à innover, à faire un très grand projet. Il est là, gros gaillard, il s'exprime comme si lui, il a fait quelque chose d'incroyable que moi-même étant assis dans ma chambre, moi-même, je peux faire. Je me dis, si celui-là a pu le faire, pourquoi pas est-ce que je vais faire quelque chose de bien meilleur parce que j'ai les compétences. C'est excellent. Alors vous? Mes deux partenaires, ils ont dit tout. Ils ont presque tout dit. Mais je dirais faciliter l'accès à l'école. Faciliter l'accès aux étudiants, à l'université également, et aussi l'accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez dire par faciliter l'accès? Pensez-vous que l'accès ne vous est pas facile aux différents établissements? Il ne s'agit pas seulement de les amener en classe, de les amener même à la porte. Non, mais il s'agit aussi de les aider à s'adapter à l'étude, de s'adapter au mode d'étude. Et aussi de faire des contrôles. Parce que si tu amènes quelqu'un au milieu de ses supérieurs, tu vas voir que toujours la personne va avoir des choses à dire, mais ne saura pas comment le dire. Il faut pouvoir accompagner des jeunes ou même les aider à affronter leurs problèmes. Vraiment, c'est très pertinent. Alors, cela m'envoie à vous poser la dernière question de ce troisième axe qui concerne votre avenir. Selon vous, quel avenir a la jeunesse malienne? Je pense que ces jeunes auront un très bel avenir. Pourquoi? Parce que en pensant seulement à ce que nous venons de faire, il y a beaucoup qui prendront conscience de ceux dont ils ne savent pas ou bien de ceux même dont ils savent, mais en même temps, ils ne veulent pas l'avouer. Donc, l'avenir de ce pays, c'est toujours nous. Et nous, on est conscients. Peut-être on est tous immatures, mais nous, on est conscients. Et on est courageux. Vous avez entre l'intelligence et le courage le bat toujours. Quelqu'un qui est intelligent, lui, il est toujours intelligent. Mais quelqu'un qui est courageux, lui, il va toujours continuer à persévérer. Mes collègues ont déjà tout dit. Moi personnellement, je reste optimiste. Voilà. Donc l'avenir des étudiants maliens, je pense que on sera la génération du changement, la génération du développement. Mais surtout, tout ceci dépendra de notre capacité à transformer nos défis, nos problèmes en opportunités. Donc, merci encore une fois de plus pour vos différentes réponses et tout. Continuez à réagir sur nos différentes plateformes et rendez-vous au prochain numéro pour un prochain débat au cœur des réalités estudiantines. Merci et au revoir.